de bonheur matérialiste qui en fait se révèlent être, sur le plan urbain, des catastrophes. Et j'ai rencontré beaucoup plus de gens de Taipei qui me disaient qu'en fait, ils préféraient continuer à vivre dans leur maison pleine de fuites avec des rats et des cafards, parce qu'ils étaient insérés dans un tissu de voisinage humain qui était inestimable, et que se retrouver encagé au 15e étage, avec eau et gaz à tous les étages, en fait était plus une perte qu'un gain pour eux. Alors évidemment, tout cet aspect est sujet à discussion et je ne prétends pas avoir de solution, mais je ne peux pas m'empêcher de rester attristé, en tout cas je ne peux pas rester sans rien faire face à la manière dont une ville, dans son identité propre, dans son identité fondamentale, dans toutes ses imperfections et dans son existence, est effacée comme ça, du jour au lendemain, surtout en ce moment, où de plus en plus, puisque je continue à marcher et à photographier, je reviens dans un quartier où j'étais il y a 6 mois, et brusquement je suis face à un trou béant. Et c'est un pâté de maisons entier, avec des boutiques, des histoires, des gens, des ambiances, des espaces, des lumières, une culture, qui ont été rayées définitivement de la carte. Et donc dans tout mon travail de photographe, très rapidement, j'ai aussi pris conscience de la valeur documentaire de cette démarche qui me permettait d'enregistrer toutes ces choses qui, malheureusement, et compte tenu de ces circonstances, est condamnée à disparaître. Alors j'aime beaucoup cette photo. Vous voyez? Et pour moi, c'est le drame de Taipei qui est en train de se jouer. Peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront l'endroit où je l'ai prise. Mais ce grand-père souriant, plein de bonheur, qui sort un samedi après-midi son petit garçon, comme l'ont fait des milliers de grands-parents à Taïwan, c'est une scène qui aurait dû se produire dans un espace à échelle humaine, voire bucolique, dans des petites rues avec des immeubles de 2 étages, ou même à la campagne. C'est une scène que tous les Taïwanais ont connue chez leurs grands-parents à la campagne. Sauf que cette scène, aujourd'hui, eh ben, elle a lieu à côté de 3 autoroutes, dont 2 suspendues, et de 5 tours collées comme des sandwichs de 80 étages. Alors on peut poser la question, est-ce que c'est le Taipei que nous promet la municipalité? Est-ce que c'est à ce type d'existence qu'on doit se condamner ou pas? Et pourquoi ne doit-on s'y condamner? Pourquoi devrait-on se résumer à ça? Donc ça, c'est une photo qui se veut humoristique, parce que finalement, toute cette politique de reconstruction, de disparition du tissu ancien au profit de tours totalement impersonnels, fonctionnels, et sans aucune profondeur culturelle, et bien, certains Taïwanais y pissent dessus, effectivement. Et le livre se termine sur ces 2 images qui, en fait, pour moi, sont l'avènement d'une espèce de cauchemar climatisé où plus rien ne traîne, où tout est froid, où il n'y a plus de relations humaines. C'est l'exemple même, et ça j'ai pas quand même osé le dire dans le livre, de peur de ne jamais pouvoir être publié en Chine, mais c'est l'exemple type de la ville chinoise que Pékin a créée pour des raisons bassement économiques. Et j'espère que Taipei ne deviendra jamais ces villes froides, complètement décharnées de leur richesse humaine, de leur richesse humaine, dont la poésie n'a cessé de me fasciner depuis la première fois, en ce jour du 4 novembre 1999, où j'ai posé le pied au pays qui n'existait pas. Merci. Ouais. Merci Hubert. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine qu'il y en a, oui, pour notre ami.
Moi, j'aimerais, je parlais tout à l'heure, j'avais lu rapidement ce que disait le grand Robert Frank, hein, ce grand photographe américain qui a un peu révolutionné la photo aux États-Unis. Et lui, il a, de façon un petit peu humoristique et caustique, il redéfinit un peu ce que pour lui est une bonne photo et un bon photographe. Un bon photographe doit être voyeur. Après, tu vas me dire ce que tu penses de ça. Parfois voleur. Souvent misanthrope. C'est-à-dire que lui, il voit, contrairement à toi, mais pas toujours, les sujets sont les sujets, restent les sujets. Donc la distance est importante. De métrie, pour lui, est très importante. Le contact n'est pas nécessaire et même pas souhaitable. Donc voilà, qu'est-ce que déjà là-dessus tu peux commenter? Merci Bruno d'avoir l'audace inconsidérée Soyons fous. me parler de Robert Frank, n'est-ce pas, soyons fous. Mais sur le premier point que tu cites, c'est-à-dire le fait d'être voyeur. Qu'est-ce que ça veut dire être voyeur finalement? Allez voir l'intime, oui, mais pourquoi est-ce que le fait de découvrir quelqu'un dans son intimité, dans son secret, dans la réalité, la sincérité de sa présence, dans un espace donné, devrait-il être frappé de la connotation négative que suppose le terme que tu emploies, voyeur? Qui l'emploie? Qui l'emploie en plus, oui, n'est-ce pas? Ou qui en plus, c'est lui, enfin... C'est lui, oui. Heureusement qu'il n'est plus là, parce que... Avec l'ironie. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que finalement, d'une certaine manière, ça peut être le produit de normes sociales où on t'empêche de communiquer réellement, sincèrement et profondément avec tes congénères qui partagent le même espace public, dans la mesure où il ne faudrait pas les regarder, il ne faudrait pas, en tout cas, rentrer en communication visuelle avec eux. Pourquoi? Non. Donc finalement, cet obstacle qui est complètement artificiel et qu'on t'impose, pour moi, n'existe pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de démarche ni insultante, ni irrespectueuse de la dignité d'autrui, ni justement voleuse. Je partage une seconde magique avec mon sujet photographique. Et dans cette perspective, il n'y a aucune raison qu'on m'oppose une norme sociale qui m'interdirait en fait une communication frappée au coin de la poésie. Au nom de quelle idéologie serait-il possible? Aucune. Et donc, je ne crois pas du tout... Enfin, oui, on peut dire... Alors, en fait, c'est le jugement d'une personne extérieure à la démarche photographique qui pourrait constater que finalement, le photographe qui s'approche trop près des gens qu'on photographie est un voyeur. Mais je pense que... Voilà. Après, c'est plus aller observer l'intimité. Pourquoi aller observer? Pourquoi pas la partager? La partager ou pas la regarder? Parce que tout le sens de ma démarche photographique, justement, ça n'est pas d'observer. Je ne suis pas un scientifique qui documente. Je ne suis pas un releveur de compteur qui vient mesurer le déplacement tu vois, pas du tout. Moi, je rencontre les gens quand je les photographie. J'échange avec eux de manière non verbalisée, de manière fugitive, mais puissante. Et ce plaisir humain intense vaut tout le reste. Et pourquoi devrait-il ravaler à une simple posture d'observation, voire de vol? Je ne suis pas du tout d'accord avec notre grand maître à tous, Robert Frank, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Il n'y a aucune raison de considérer qu'il s'agit d'un vol ou d'une observation extérieure. Parce que pour moi, ce qui fait la richesse des images, c'est justement le fait que, du fait d'une proximité intime, tu as accès à des niveaux à des reflets de l'âme auxquels tu n'aurais jamais accès si on se plaçait de manière extérieure en tant qu'observant neutre, en quelque sorte. C'est l'implication humaine qui fait la photographie. Et par conséquent, je ne suis pas du tout d'accord. D'accord. Et si on pousse le raisonnement plus loin, il est encore moins question de vol. Pourquoi est-ce qu'on volerait une photo? Du fait du refus de l'autre d'être photographié ou de prêter son apparence, etc. Mais finalement, on peut résumer la question du vol à une technique d'approche qui, du coup, la dilue.
un peu voleur. Oui, un peu voleur. Non, non, mais c'est important, parce que si on est un peu, ça veut dire qu'on l'est déjà. Sinon, on ne le serait pas du tout. Donc on pose la question. Et donc, est-ce que quand tu prends là, je t'attends, pardon, quand tu prends ces trois personnages, dans cette jeune femme qui se retourne, est-ce que tu subtilises pas quelque part un peu l'intimité? Et c'est pas du tout un jugement de valeur, je dis ça, mais est-ce que c'est pas dans cette démarche-là d'aller choper comme ça à la volée à l'instant? Alors, on peut avoir à l'insu ou très sans bon, le mais c'est une question tout à fait intéressante. C'est une question tout à fait intéressante à laquelle on peut d'abord répondre d'un point de vue légaliste. Qu'est-ce que la loi nous permet de faire et de ne pas faire en matière de photographie? Donc, tu imagines bien qu'avec toutes les photos que j'ai prises, je me suis posé cette question. Et la réponse est très claire. C'est-à-dire que dans un espace public, tu as le droit d'exercer, de jouir de cette liberté individuelle qui est garantie par la Constitution, y compris par la Constitution de la République de Chine, de photographier ce que tu as envie de photographier dans l'espace public. Des paysages et des personnes. Des paysages, des personnes, tout ce qui fait partie de l'espace physique. Donc le droit à l'image s'applique pas. Le droit à l'image ne s'applique que dans 2 cas. Mettons 3 cas. Le premier cas, quand il y a une exploitation commerciale de l'image. Si j'avais mis en dessous de cette image, si j'avais vendu cette image à une marque de whisky, une marque de dentifrice, whisky peut-être pas. Bah, vu la ouais, je n'osais pas le dire en fait, le marque Durex par exemple, n'est-ce pas? Là, la question se posait de l'exploitation de l'image de cette personne à des fins commerciales. Et là, ça nécessite une relation contractuelle et rémunérée. Ça n'est pas le cas. Deuxièmement, si en tant que journaliste, j'avais exploité l'image de cette charmante jeune femme pour condamner la déliquescence des mœurs dans les bas-fonds de Taipei, etc., elle aurait pu réclamer un droit de l'image en refusant d'être associée à ce contenu éditorial. En matière artistique, dans l'espace public, rien ne s'oppose, enfin le droit de l'image n'est pas opposable à l'exercice de ta liberté fondamentale de prendre des photos dans la rue. Imagine le cours de l'action Nikon si brusquement on disait tout le monde a droit à l'image dans l'espace public. Plus de photos. Vous n'avez plus le droit que de photographier des fleurs, des petits oiseaux et des arbres. Donc, la question du vol, la question ne se pose pas en des termes légaux, en des termes humains non plus. Parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, tout dépend de la qualité de ta démarche, du type de valeur dans lequel tu l'inscris. Et dans cette démarche, justement, les paparazzis qui volent justement avec des zooms qui sont plus longs que leurs bras, des stars au bord de leur piscine, derrière des allées boisées, là il y a vol. Mais quand tu te rapproches de la personne à ce point-là, et qu'elle sait que tu la prends en photo, et qu'elle ne te l'interdit pas formellement, et que la photo se produit, on ne peut pas t'accuser a posteriori d'un vol condamnable. Donc, le propos de Robert Frank, à propos de Robert, je préfère beaucoup plus Robert Doisneau que Robert Frank. Je n'y souscris pas. Non, mais c'était juste... Non, mais bien c'est avec un plaisir immense que je réponds. Il y a une manière d'interpréter le terme de voler, certainement, voilà, c'est tout. Oui, non mais... Voler, c'est peut-être une manière de voler, mais gentiment, quoi. C'est une question d'interprétation. Exactement, oui, mais... Bon, puisqu'il faut bien définir un vol, alors définissons-le, allons au bout du raisonnement, mais est-ce qu'il y a des vols gentils? C'est un terme exagéré à ce moment-là. En matière de vol gentil, on pourrait parler de prêt consentant. En matière de prêt consentant, n'est-ce pas? Oui. C'est la même chose pour le terme de voyeur. Moi, quand j'entends voyeur, je lis voyeur, je pense replier, quoi. C'est une position aussi. Enfin, je pense que chez Robert Frank, c'est la même chose. C'est une juste de position par rapport au monde, qui n'est pas du tout un jugement sur une perversion.
Oui. Et j'avais une autre question, parce que à plusieurs reprises, je t'ai entendu dénier le caractère politique de ce que tu fais. Il me semble que ce que j'ai vu de tes photos, je les considérerais, moi, comme un acte politique. Pas au sens politicien de je reprends un tel ou un tel, ça on s'en fout, mais comme ce qu'on appelle un acte politique. Parce que tu dis quelque chose de la ville, tu dis quelque chose de la cité, le terme grec, tu dis quelque chose de l'humain dans la cité qui est fondamentalement politique. Donc cette prudence que tu as à chaque fois dans je ne fais pas de politique, j'entends au sens de voilà, je ne suis pas en train de prendre une position politique, mais en même temps c'est vraiment un acte politique au sens traditionnel, presque platonicien du terme. Merci Jean-Jacques de cette réflexion qui est en fait tout à fait exacte. Mais en la matière, je te répondrai que je me suis taïwanisé pour continuer à exister dans l'espace politique taïwanais. Puisque par tradition et pour des raisons historiques, à Taïwan, on évite de faire trop de politique. Et donc c'est une posture de précaution que j'ai prise pour continuer à avoir cette liberté d'expression qui, à partir du moment où je n'inscris pas dans une démarche politique, me permet de continuer à la nourrir. Mais je suis en fait d'accord avec toi, puisque le champ politique au sens fondamental du terme touche toutes les questions de société, surtout celle de la cité, de l'espace public, et de la manière, et c'est pour ça que je soulignais, aussi de manière tout à fait politique, mais sans le dire, d'une certaine manière, un droit à la mémoire affective, qui est en fait effectivement un acte politique au sens... oui. Merci Jean-Jacques de souligner, de me donner l'occasion de souligner cet aspect que j'avais un peu caché. Je vais un truc aussi. Déjà, merci beaucoup pour ta conférence, c'était super intéressant. Et en fait, moi j'avais une autre grille de lecture sur les photos, que tu n'as pas du tout dit, donc ça se trouve, c'est juste la mienne. Mais ça venait du fait que ce soit en noir et blanc, donc où qui c'est vraiment une opposition entre deux couleurs, entre les ombres et les lumières. Et que je vois beaucoup de paradoxes dans tes photos et beaucoup d'oppositions, de symétrie aussi, notamment c'est une des premières où tu dis que tu commences à aborder à comprendre et à rentrer en contact avec les gens. Donc c'est celle... en gros, tu as un truc de petit-déj à gauche et un truc de chantier à droite. Et un gars qui vient en face. Ah oui, je vois laquelle c'est. C'est celle-ci. C'est là, ouais, qui est à droite. Et là, par exemple, ce que je voyais, c'est le fait qu'à gauche c'est très sombre et à droite c'est très lumineux et qu'il y a une symétrie entre le petit-déj qui représenterait quelque chose comme un peu l'habitude et la continuité du temps, et le chantier à droite qui représente un peu les trucs nouveaux, et donc le personnage au milieu ce serait l'humain qui est au centre de la nouveauté, du changement, etc. Ouais, merci infiniment de cette magnifique interprétation. Justement, le bonheur de la photographie, c'est que nous on y injecte un monde qui peut être lu de manière parfaitement pertinente, comme tu viens de le faire, et totalement inédite pour moi en fait. Donc franchement, merci beaucoup. Parce que, pas du tout là-dessus en fait, c'est très intéressant les questions que tu poses, parce que une chose est sûre, c'est que j'ai toujours été amoureux des villes. Quand on est amoureux des villes, on est d'abord amoureux des lignes, parce que ce sont les lignes qui font les perspectives des villes. Et donc tu as tout à fait bien remarqué, et j'en suis ravi, ça veut dire que je ne me suis pas acharné pour rien ces 10 dernières années. Dans le premier chapitre, il y a effectivement beaucoup de lignes, dans cette photo par exemple, où il y a un cadre, et c'est comme ça que je compose mes photos, je choisis d'abord un décor, et c'est encore plus vrai dans ces premières photos, tout à fait. Je travaille beaucoup sur les lignes parce que c'est ce qui donne la profondeur aux villes, c'est ce qui donne leur identité esthétique en quelque sorte. Donc merci de le souligner. La deuxième chose, pourquoi le noir et blanc? C'est parce que j'ai commencé la photo en 1999, il n'y avait pas de numérique. J'ai été profondément influencé par justement Robert Doisneau pour cette espèce de douceur du noir et blanc, cette espèce aussi de grain de la pellicule, etc. Mais surtout, dans ma propre démarche, du fait que d'une certaine manière, le noir et blanc en fait fige un peu l'échelle du temps. Et moi, ce que j'aime, un des aspects de mon travail photographique, et que j'aime jouer avec l'échelle du temps. Si tu le remarques, dans aucune des photos, on ne voit
de voitures, par exemple. Pourquoi les voitures, elles ont une puissance de contextualisation dans l'échelle du temps qui brise l'ambiance flottante offerte par le noir et blanc. Quand tu vois une Toyota Wish sur une photo, tu sais absolument que tu es en 2018, par exemple. Enfin, en tout cas, ces 5 dernières années. Et tu ne peux plus quitter, en fait, le cadre temporel qui t'est imposé par la réalité pour voguer vers l'histoire que propose le cadre créé et pensé de la photo par le photographe. Ça la rend intemporelle. Voilà, il y a cet aspect. Après, il y a aussi le fait que Taipei est particulièrement adapté à cette démarche en noir et blanc, quand on pense cette ville comme une faille spatio-temporelle où justement il n'y a plus de temps. On ne sait plus en quelle année on est, on ne sait plus où on est, on ne sait plus si c'était hier, avant-hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou il y a 1 heure. Et je me suis appuyé sur le noir et blanc pour développer cette espèce de monde flottant non identifié dans lequel la poésie peut exister. Et ça, donc, merci de le souligner, c'est très intéressant, ce qui me donne l'occasion de vous montrer le tout premier travail photographique que j'ai fait sur Taïwan, en couleur, justement, parce que c'était une ville que je ne comprenais pas, et que je vivais en couleur. Quand je suis arrivé à Taïwan en 2003, en fait, j'avais fait une première série en noir et blanc sur Taipei que j'ai exposée à Paris en 2001, 2002, également à Besançon. Ensuite, l'appareil, un Olympus One P40 d'occasion qui s'est cassé, parce qu'il était d'occasion, et donc j'ai voulu le faire réparer. On m'a dit, écoutez monsieur, non, achetez un numérique, maintenant c'est fini, les appareils argentiques, etc. Et donc moi j'étais complètement terrassé par le numérique, je ne savais pas ce que c'était, et j'ai abandonné la photo de 2002 à 2003, 2004 et 2005. Ma femme, par ailleurs taïwanaise, a acheté un petit Ricoh, un petit appareil numérique. Et je m'en suis emparé, je ne l'ai jamais rendu. Et j'ai recommencé à photographier, j'ai recommencé la photo en photographiant Taipei. Parce que j'étais à Taipei en fait. Et c'est là où toutes mes sensations sont revenues, et c'est là où j'ai commencé à m'apercevoir que, en fait, plutôt que d'écrire, ou de peindre, ou de crayonner, ou de sculpter, ou de rêvasser, la photo pouvait être l'instrument de mes histoires. Et j'ai donc produit une première série en couleur. Ça, c'est donc du numérique, qui est en fait le résumé de ma première approche de Taipei, que je ne comprenais absolument pas, puisque je ne savais pas où j'étais. Donc les photos noir et blanc, c'est de l'argentique en fait? Bien sûr, c'est que de la Kodak Trix 400. Ça, c'est du numérique, donc retravaillé, édité, etc. Et c'est en quelque sorte, c'est un premier jet sur Taipei. Et on voit donc que je regarde la ville sans la comprendre. Je regarde la ville face à face et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je ne sais pas comment y rentrer. Donc là, tu retrouves ce que tu soulignais de manière très juste, c'est-à-dire le travail sur les lignes, la composition, etc., qui m'a toujours tenu à cœur et qui en fait a construit ma démarche en termes de structure esthétique depuis toujours en fait. Et donc, c'est un travail que j'ai produit en couleur parce que je savais pas comment faire autrement et que j'avais que ce petit appareil numérique qui prenait des photos en couleur. Donc c'est presque par accident que je suis tombé, enfin que j'ai produit ce premier travail en quelque sorte sur Taipei sans le comprendre. Sans comprendre Taipei, sans savoir, là une fois encore on retrouve le travail sur les lignes qui compose des cadres dans le cadre, qui permet de donner de la profondeur et d'inscrire des gens dans des espaces. Celle-ci est moins réussie à mon sens. Celle-ci, là je suis en total spectateur, c'est quasiment presque de la carte postale sans implication humaine, je ne suis pas en contact avec la ville, je suis au bord de la ville. Et je ne sais pas comment la regarder, je ne sais pas si je dois
franchir le pas ou pas. Et voilà, donc ce sont un tout premier travail qui date donc de 2004-2005. Et j'ai tellement utilisé ce petit Ricoh que je l'ai aussi cassé. Et donc, à partir de 2007, j'ai réinvesti, puisque j'ai trouvé un emploi beaucoup plus rémunérateur que ce que j'avais ces 3 dernières années en arrivant à Taipei, dans un réflexe numérique en données du forme, etc., que j'ai aussi cassé à force d'avoir utilisé. Et c'est quelques années après avoir passé au réflexe numérique que j'ai eu besoin de retourner à l'argentique, à la pellicule, pour des raisons, je ne sais plus si je les explique dans le livre, mais en tout cas je peux les expliquer maintenant. C'est que... Salut Bernard, merci d'être venu. Le fait que chaque photo soit payante, et de plus en plus cher d'ailleurs de nos jours, le fait que tu ne vois pas le résultat immédiat, le fait que tu dois en permanence te projeter dans une œuvre que tu ne verras pas tout de suite, mais dont tu dois prévoir les implications en termes de calcul de lumière, focale, etc. Eh bien, ça te force à regarder à 2 fois. Ça te force à t'impliquer dans ta scène. Ça te force à t'impliquer dans ton image d'une manière que le numérique ne permet plus, parce que ce sont des machines tellement puissantes qu'au lieu d'être à ton service, tu deviens malgré toi à leur service. Maintenant, ce que font en numérique, on mitraille, on prend 50 photos et on se dit, de toute façon, j'ai pris des photos, et on passe 3 heures devant son écran d'ordinateur à les choisir, à les ajuster, à les éditer, etc. Alors qu'en argentique, ces 3 heures, on les passe avant de prendre la photo. Et quand tu prends le temps de l'observation, quand tu prends le temps de t'insérer quasi affectivement dans une ambiance qui te parle, et que tu ne vas pas... Là, la question du vol en numérique se pose bien plus qu'en argentique. Parce que le numérique va tellement vite que finalement tu arraches tout, tu prends tout et tu t'en vas. Tandis qu'en argentique, tu ne vas pas faire 50 photos en disant je verrai plus tard, parce que déjà ça coûte cher, d'autres après il faut attendre le développement, et gaspiller de la pellicule par les temps amazoniens qui courent, c'est quand même dommage, n'est-ce pas? Alors, du coup, eh ben, on rentre dans un temps de production qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup plus... alors qui peut être rapide aussi, mais ça dépend des personnalités, des démarches, etc. Et qui fait que eh ben, on respire beaucoup plus la photo qu'on va prendre. Et en la respirant beaucoup plus profondément, ben, on la construit beaucoup mieux, on s'y investit beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'elle sera réussie, mais on prend le chemin de la réussite future des prochaines images. Voilà, là par exemple, j'étais confronté à une incompréhension totale en forme d'impasse, en carreau de salle de bain, de la vie à Taipei. Il y a des gens qui laissent des seaux au milieu de la cour, en plein passage. Et pourquoi? Voilà. Là, ça, ce sont des images qui sont totalement ancrées dans mon univers personnel, esthétique, fictionnel, que je nourris depuis tout petit par le biais de lecture, par le biais de cinéma, de lecture, d'expérience, de voyage, etc. Ça, ce sont des endroits qui, pour la plupart, ont totalement disparu de Taipei, malheureusement. Ça, c'est à Linchenpeilu, au numéro 68. Non, c'est pas au numéro 68. Chinsantalo, je sais pas, c'est le numéro 68. Enfin, vous avez le... Si, c'est le numéro 68. Ça n'existe plus, ça a déjà disparu. C'est un Taipei qui n'existe plus, c'est quand même totalement... Voilà. Et maintenant, enfin voilà, je peux répondre à d'autres questions si vous en avez. Avant de vous montrer, pour conclure, la série sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, qui là pour le coup est en couleur. Donc là déjà, vous voyez encore les lignes, le contraste entre le nouveau monde, eau et gaz à tous les étages, et le vieux Taipei qui disparaît, qui continue de disparaître. Voilà, là j'ai pris un peu plus mon courage à 2 mains.
Et donc, vous voyez, là, je cherche à comprendre, je cherche non pas à voler, mais à entrer en contact dans le Voyeuriste. On ne peut pas. Assieds-toi, mon papa. Voilà. Et donc là, je suis dans une posture où je n'ose pas le contact humain, je n'ose pas l'approche de l'humain, je n'ose pas le... Donc je profite du fait qu'on ne me voit pas pour... Et là, effectivement, pour le coup, on pourrait dire de voler une photo. L'appareil me tourne le dos. Je ne me confronte pas aux gens de Taipei. Je les observe par derrière. Là, pareil. Et là, encore plus. D'ailleurs, juste, le Brother Hotel se trouve juste là. Voilà, alors ça c'était cette première série que j'avais produite, dont j'avais fait un blog qui s'appelait Taipei Terminus, pour justement évoquer cette idée que je n'avais pas de possibilité de retour. Et ça c'est la série sur laquelle je travaille aujourd'hui, en couleur, en pellicule 120, donc en gros négatif, hectare chrome 100. C'est du 6-8. Et que j'ai intitulé Puming no Mei, c'est-à-dire à la recherche de la beauté non évidente, non immédiate de Taipei. Alors pour les non-sinophones, il y a inscrit sur le mur la maison de mon ami. Qui est en fait une tentative de captation de l'étrange qui pèse à Taipei, avec, comment dire, tentative de lecture de... Ah ben voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Les Bouddhas, Alors les Bouddhas, c'est sur...